autrement. Qu'il a fait, non, mais qui est juste. Hein. Mais il faut remonter plus. La source est plus loin. Parce que la source est fondamentalement religieuse. Mais c'est que fondamentalement, quand j'ai convoqué le parrainage religieux, qui est absolument indispensable pour servir de masque aux actions des services secrets, il faut aller plus loin. Ça remonte plus loin d'abord l'existence des monarchies du Golfe, qui sont des petites entités, qui sur le plan géopolitique ne peuvent pas exister s'ils n'ont pas de protection. Comment est-ce qu'elles acquièrent leur protection depuis l'Arabie Saoudite en passant par le Qatar, tous ces pays-là, comment est-ce qu'elles acquièrent leur protection? Qui les protège militairement? Jusqu'à un moment donné, qui les a protégés militairement? Avant même les États-Unis, c'était toujours les royaumes occidentaux. En fait, les royaumes occidentaux ont adoubé l'islam sunnite. Je vous démontre le deal qui a entre ces groupes-là depuis très longtemps. Il y a un deal qui structure le Moyen-Orient, y compris, ça intègre même la question d'Israël. Parce que les accords d'Abraham, c'est pas nouveau. Hein. Les accords d'Abraham, là, ça réactualise sur la fenêtre de Netanyahou des vieux deals. Il y a l'accord Spite, il y a des vieux deals. Alors, donc, très bien. Donc, ces gens ont des deals. Et ils travaillent ensemble. Si vous êtes français, récupérez une affaire, mais puisqu'il faut toujours utiliser le masque islamique, toujours ça, comme en avant, il faut donc qu'il y ait la tutelle religieuse de ces gens-là en apparence. C'est pour ça qu'à un moment donné, même là-bas, c'est Madani, au plus chaud de la guerre, à un moment donné, ils résidaient où? Quand il fallait qu'ils allaient, ils allaient où? Ils allaient au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient. Alors, c'était pas le fait de dire. Pourtant, ils étaient en relation militaire avec les services secrets occidentaux. Et la même trajectoire n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. C'est le même axe. Donc, qu'est-ce que nous voulons démontrer? Parce qu'il faut que ce soit clair. C'est-à-dire que, quand à un moment donné, les Américains décident de modifier le Moyen-Orient à travers ce qu'on appelait GMO, Grand Moyen-Orient, Bush. Quand ce grand projet est relancé, mais l'Amérique le décide de manière unilatérale. Ça bouscule tout ce qui était arrêté. Mais les conséquences sont jusque dans le Sahel, les conséquences. C'est ça le problème. Ça fait donc que l'Algérie, dans cette affaire, ils considèrent que bon, le Mali, comme tu es un peu faible là, c'est ton problème. Oui. Tu vas subir les conséquences. Quand ils vont intervenir en Libye, on s'en fout des conséquences. On s'en fout pas, on sait ce qui va arriver. Tout ça est dans le programme. Puisqu'à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recoloniser tout le continent africain. Et quand on parle du continent africain, attention, il y a l'Afrique subsaharienne, attention, il y a le Maghreb. Ils n'ont pas les mêmes sorts. Ils n'ont pas les mêmes sorts. Ils n'ont pas le même sort. Alors c'est hautement géopolitique là. Ils n'ont pas le même sort dans cette affaire. Donc, comme on n'a pas prévu le retour de l'Afrique, ben les gens sont surpris. L'Algérie est très surprise de la détermination des dirigeants maliens. Ce n'était pas prévu. On n'est pas fait venir. Il était question que même si l'Algérien veut couvrir son unité, que c'est une unité de façade qui couvre en fait un dépaysage de Mali sur la base de la répartition de ses richesses, n'est-ce pas? En particulier dans cette zone du Nord où l'Algérie voulait sa part de mort. L'avait même déjà pris. Et on doit le faire. Si on va dans le fond, il y a un intérêt. Et que l'Arabie Saoudite, le Qatar, qu'on soit, doit venir faire la philanthropie, construire des ponts, construire ceci, qu'on soit. Mais le retour, c'est quoi? Et participer maintenant à la prédation en disant c'est des pays musulmans. Le retour, c'est quoi? Nous contrôlons aussi. Le retour, c'est que leur religion s'enracine chez vous. Ça, je vais te la contrepartie. Puisque tout à l'heure, Douma a dit un truc. Oui, on dit que bon, c'est deux pays musulmans. Ça veut dire quoi? Moi, je ne vais pas réveiller les démons. C'est dossier très sensible, mais quand on dit deux pays musulmans, ça veut dire quoi? D'ailleurs, c'est deux pays sunnites, sur le plan, si on pense du point de vue musulman. Tout à fait. Mais pourquoi ils s'entendent pas alors géopolitiquement? Mais l'entente devrait être très facile, non? Alors qu'il y a la Ouma. Alors pourquoi ils s'entendent pas? Donc comprenons très bien. La Ouma, la communauté. Moi je ne vais pas aller mettre la main dans un débat très sensible. Il faut savoir, c'est quoi? Est-ce que le Mali est un pays musulman? Bon, c'est un débat pour l'instant. Je trouve que ce n'est pas nécessaire de le soulever parce que les esprits ne sont pas encore mûrs, mais qu'on peut dire que c'est un pays musulman. C'est un pays africain. Anthropologiquement, c'est africain. Oui, c'est un pays africain. Maintenant, la religion musulmane est dominante. Oui.
l'Algérie est sunnite. Mais oui, Douma, ce sont les sunnites qui ne sont pas noirs. Ils estiment qu'ils sont les sunnites blancs. Encore que eux, ils sont davantage sunnites, je crois, chaféites. Oui, bien sûr, mais ils estiment que il y a ce complexe raciste qui est dans ces gens-là. Et vraiment, de répondre. Je suis dans le sujet. Oui, puisque dans le sujet, est-ce que dans le fond, donc, il est admissible que l'armée malienne a donc vaincu clairement l'Algérie au lieu d'évoquer effectivement. Non, c'est pas encore tranché. N'allez pas vite, la bataille continue. Vous ne comprenez pas cette affaire-ci là, si vous ne suivez pas les fonds. Parce que l'affaire va être compliquée. Tout à l'heure, on a soulevé les questions d'appartenance religieuse. J'ai dit que c'était un débat compliqué, mais on va y arriver. Lorsque, d'abord, en 2023, pourquoi le ministre des Affaires étrangères de Mali rappelle son homologue algérien rappelle. C'est pour protestation à la suite de... Et qu'est-ce qu'on a dit à l'intérieur? À cause des ingérences de l'Algérie dans les affaires intérieures du Mali. Et on convoquait quoi? L'imam Djiko. Le fait que l'Algérie recevait des personnes hostiles à l'Algérie au Mali. Les leaders de la CMA. Tous ces leaders-là. On peut parler. Et sur quelle base on reçoit Djiko? D'abord, une des bases, c'est le matériel religieux. On lui fait même grand conseiller. Le matériel religieux. Donc, sans compter maintenant d'autres enjeux, le pétrole, l'Algérie, les militaires algériens étaient en train de s'enrichir avec le pétrole du Mali. Et le pétrole du Mali était incorporé dans la production algérienne. Au point où, quand l'affaire est soulevée, ça a eu un impact direct sur la production de l'Algérie en matière de pétrole. C'est pas une petite affaire, hein? Ah non, c'est pas une petite affaire. Ça a eu un impact. Donc l'Algérie se trouve devant un dilemme extraordinaire, à savoir la manière dont elle a pensé son émergence en tant que puissance régionale. C'est le problème. Elle a pensé ça dans la continuité des accords d'Évian, c'est-à-dire un deal avec l'Occident. Si la France n'est plus très puissante, allez, on deal avec les Américains. Parce que cette option stratégique depuis Évian, c'est celle-là. Malgré la diversité des courants qui ont structuré le FLN. Parce qu'il y a plusieurs courants qui se sont mis ensemble dans donc le courant qui a dominé à un moment donné, à cause de l'évolution de la mer algérienne et sa tendance à tout amener à être prise en charge par les trafics, les avantages des militaires maliens auxquels on peut renoncer, pèse sur la structuration d'une stratégie militaire en dernière instance. Attention, c'est comme la mer égyptienne, longtemps prise en charge par les Américains. Vous voyez que la mer égyptienne, qu'elle définit sa stratégie militaire et qu'elle est financée et qu'elle est dépendante en grande partie de l'aide américaine, comment est-ce qu'elle va structurer sa stratégie? Mais clair, elle va la définir de manière américaine. Donc à la fin, les choix stratégiques qu'elle fera, si elle a affaire à vous, sont des choix qui vont mettre en avant cet intérêt avec les États-Unis. Voilà pourquoi l'Algérie n'est plus fiable à ce niveau-là par rapport au Mali. Elle est plus fiable. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut voir. C'est ça le conflit fondamental. Est-ce que l'Algérie pense que pourquoi? On dit OK, le Mali a dénoncé les accords d'Alger depuis 2015. Du coup, parce que toutes ces forces-là sont les forces, vous allez voir. C'est quelle force? C'est les djihadistes regroupés dans le JNIM, et l'accord cadre. D'autres forces regroupées dans l'accord cadre. Or, toutes ces forces sont soutenues par qui à l'heure actuelle? Par qui? La France et l'Algérie. Mais pourquoi ils soutiennent ces forces-là? Pourquoi? Le but c'est quoi? Pourquoi les Algériens ne peuvent pas discuter avec les autorités du Mali actuel? C'est que s'ils ont en commun la haine du terrorisme, mais c'est très facile, qu'ils s'entendent. Qu'ils s'entendent. Pourquoi pour l'instant l'Algérie considère que... Pourquoi l'Algérie pense qu'elle est mieux placée pour dire aux autorités maliennes comment concevoir l'avenir de l'unité du Mali? En intégrant les terroristes. Attends, je vois la question fondamentale. Pourquoi l'autorité algérienne pense que... Elles ont leur mot à dire, oui d'accord, oui. Mais ce n'est pas à elle de décider quel contour le Mali doit donner à l'unité du Mali. Le Mali dit que j'ai un territoire. Voici mon territoire. Je veux avoir la même mise, je veux avoir le contrôle en termes de sécurité sur tout le territoire. Mais pourquoi cet objectif peut être contrôle de terrain algérien? Si l'Algérie a bien compris les enjeux, Fabrice. Si la question du terrorisme n'est pas
conçu à l'intégrale et donné que Bertrand a donné, que Douma a donné. La manière dont on a géré la guerre civile qui a déchiré l'Algérie. C'est un problème. Si vous essayez de régler votre guerre civile en déportant vos contradictions sur le territoire d'un pays étranger, mais le pays va se réveiller. Mais il faudra assumer. Ça va devenir comme un boulet. Alors qu'il a encore temps pour l'Algérie de discuter avec les autorités du Mali. Mais la manière dont elle s'est positionnée comme puissance sur le journal, je répète, la met dans les capacités à avoir un grand dialogue avec le Mali. Parce que le Mali pour son indépendance, a dit mais moi je suis prêt à tout. Et c'est bizarre, c'est la Russie qui a compris la démarche des Maliens. Oh ben la Russie, l'Algérie va être en même temps avec les Occidentaux, en même temps avec les Russes. C'était compliqué. Tout le monde n'est pas Erdogan. Parce qu'à un moment donné, même Erdogan sera coincé. Même lui sera coincé. Parce qu'il faudra assumer tant de clarifications. On ne peut pas être partout à la fois. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez ça? Ouais. Donc moi je vous dis clairement, donc, dans cette affaire, l'Algérie doit se ressaisir. Ne parlez pas des médias français. Les médias français sont aux ordres de leur politique, de leur stratégie géopolitique. Donc c'est vous qui appelez ça médias. Les médias français, je vous dis que c'est une armée. Ce sont des militaires en civil. Ce ne sont plus des journalistes. Il n'y a plus pratiquement de journalistes en Occident, du moins du côté officiel. Même aux États-Unis, il n'y en a plus. Vous voulez voir comment les médias ont traité l'affaire Trump. On les a pris en flagrant délit. C'est un crime. Vous niez qu'une personne faille être tuée. Vous niez. Et quand les faits vous là, vous continuez à nier. Allez voir la une de tous les médias américains mainstream par rapport à l'attentat. Ils ont carrément nié. Oh, maintenant, il n'y a plus de débat dessus. On a voulu tuer Donald Trump. Mais tout ça, allez voir la une après. Ils ont nié. Allez voir en France, pareil. Donc, ce ne sont plus des médias. C'est vous que vous appelez médias. Ce sont des criminels en col blanc. Donc il est donc normal que les médias français n'entendaient jamais que ces médias fassent la promotion de l'État malien. Jamais. Mais c'est vous qui avez un problème. Jamais. Le débat Bertrand l'a posé sur la table, c'est le comportement des Africains. Parce que on a parlé tout à l'heure quel est le bilan du CNSP. Mais moi j'ai oublié de vous dire, même si vous avez les meilleurs gens qui pensent au progrès, si les mentalités des populations ne bougent pas, et qu'on considère que des comportements que nous avons accumulés sur 2-3 siècles, on ne les change pas. Mais vous, attends. Tout à l'heure, l'Occident, c'est d'abord. Jonathan a salué effectivement le fort engouement observé notamment par les populations au nord du Mali qui à chaque fois. Il y a beaucoup de ces populations qui sont contre ça parce qu'elles profitaient des régimes anciens. Tous ceux-là sont dans les. Il ne faut pas nier ça, oui. Même au Niger, et ils ont des réseaux, leurs réseaux occidentaux avec qui ils ont travaillé sont encore puissamment organisés. Le temps que la révolution monte et que c'est un problème, il ne faut pas rêver. Hein. Ils sont des batailles. Il y a un groupe, par exemple, de Maliens qui est en Côte d'Ivoire, qui envisage dans les jours prochains devant l'ambassade. Tous ces gens au Niger à qui profitait l'ancien régime, ils sont là à l'affût. Ils sont à l'affût, là ils travaillent. Ils sont à l'affût. Donc ce n'est pas. De l'auberge, non, pas du tout. Donc, il y a tout un travail de changement de mentalité et de la manière d'aborder la vie que nous avons reçu pendant très longtemps. Il faut que ça passe en 2 jours. Donc il y a un travail de fond à faire. Donc pour dire que le Mali, là c'est une victoire, ça fait qu'avancer. Il faudra bien qu'à un moment donné, les Algériens soient clairs. Ah, ça doit être clair, il faut qu'il soit clair. Pour les deux pays, ils discutent sérieusement sur la base des vérités. Chacun verra ce qu'on va voir. Et on va arriver maintenant à un face-à-face qui va mettre sur la table le vieux conflit qui nous oppose aux Maghrébins. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que le mot l'avait dit. Qui nous oppose, oui, parce qu'il y a un mot. À l'Afrique du Nord. Oui, à l'Afrique du Nord, parlons comme ça. Oui, il y a ce débat-là. Ou, décidément, ils sont avec nous, Africains comme nous, et on réfléchit sur les termes d'impact historique, ou ils estiment qu'ils sont un pont de l'Occident pour venir nous coloniser. Parce que regardez le comportement du Maroc. Regardez le comportement de la Tunisie. La Libye. Regardez le comportement de la Libye. Actuelle là. Côté Tripoli. Oui. L'Égypte avec l'Éthiopie. Regardez l'Égypte. Avec l'Éthiopie. La Mauritanie. Nous parlons par l'autre. Le cas est grave.
Là-bas, il faudra une force d'intervention. Ils sont dans l'ancien temps direct. Ils sont encore dans l'ancien temps. Il faudra une force d'intervention direct. Tout donc, vous voyez très bien que le Mali, vous croyez que le Mali va faire comment? Le Mali va renoncer à sa souveraineté pour faire plaisir à Alger? Non. Ah, mais c'est une frontière géopolitique, il faut tout ça de très près. Hein. C'est un grand enjeu cette affaire. Or, moi je considère que la frontière naturelle de l'Algérie au sud, c'est l'AES. Oui, bien sûr. Mais, il n'y a pas d'autre. Allez voir la carte, non? Non, c'est vrai, c'est ça. Ouais, allez voir la carte. Ouais, non, c'est ça. La frontière naturelle de l'Algérie, au sud là, c'est l'AES. Donc, l'Algérie a intérêt à être membre de la Confédération. Je ne sais même pas pourquoi. Elle a intérêt à se ça lui donne même une meilleure projection sur le Polisario. Non, elle ne sera pas noyée dans cette région. Non, elle se projette mieux sur le Polisario. Elle ne sera pas noyée. Sa véritable visée, c'est le Polisario. C'est la façon dont l'Algérie s'est projetée comme puissance régionale. Moi, je vous parle de la division d'États géopolitiques dans le monde. Ce qu'on appelle les États pivots là. C'est vous qui décidez. C'est pas vous qui décidez. C'est l'Occidentaux qui décident que tel est État pivot en telle région. C'est comme ça qu'ils ont réparti le monde. Une fois le mur de Berlin tombé. Et il y a des pays qui ont commencé à se lancer dans une course pour accéder au statut d'État pivot. Ça donne les avantages géopolitiques, géomilitaires, même financiers, etc. Donc, le débat serait un ensemble d'atouts que l'Algérie a, sa monnaie. Une certaine capacité économique qu'on ne peut pas nier. Même industrielle. Mais c'est justement ça, la manière dont elle envisage son déploiement, la manière dont elle conçoit son avenir économique, qui l'ont amené à se désintéresser de ce que j'appelle ces parties nègres et subsahariennes, y compris d'abord dans la composition ethnique de l'Algérie. Et deux, celle de l'Algérie. Deux, dans le fait que sa partie sud est subsaharienne, mes gars. Mais bon sang. Donc l'Algérie aurait pu être un État qui invente, qui est en première ligne dans l'invention d'un avenir entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Ce rôle-là, qui s'est constitué lors de la guerre d'indépendance et que les pays subsahariens ont apporté tout le concours à la guerre de libération nationale de l'Algérie, mais comme Bekima l'a appelé, une fois que la victoire était là, elle a préféré aller s'entendre dealer avec l'Occident parce que, comme on dit, les Noirs sont de Noirs. C'est ça qui est en train de l'attraper. D'accord. Le président, il y a peut-être cet élément qui va beaucoup gêner. On a suffisamment de le temps. Ce qu'on soulève là. Oui. Voilà l'enjeu géopolitique de cette conflit, du Sahel là. Parce que le Sahel se trouve en quoi? Ce n'est pas le pont entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. C'est le Sahara, tout le Sahara. Je tiens à vous dire, que quand je vous dis que ces populations, ce qu'on appelle Maghreb là, parce que le mot là, tu vois ce que ça veut dire. C'est pourquoi je vous ai dit. Oui, je l'entends m'expliquer ça. Le mot là, tu vois ce que dit Maghreb. Vous avez une zone, comment? Al-Maghreb. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On s'en fout de ça. Vous avez des pays qui sont en majorité peuplés par des Noirs et qui décident de rendre invisible la majorité de la population. Ça va te dire combien d'années? Alors maintenant qu'il y a le réveil à l'Afrique subsaharienne, c'est ça qu'il a le réveil en fait. Mais il revient, je vois quand je parle de l'Algérie. Tout à fait. Je parle de l'Algérie. C'était l'Algérie de par la manière dont on l'a fait l'Algérie là. Elle dit son histoire. Donne à ce pays une espèce de vocation naturelle à incarner cette véritable unité entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Parce que ce continent africain, c'est comme le continent des Noirs. Des Noirs. Le continent africain. Il n'est pas question de chercher ceux qui sont venus, mais comment est-ce qu'ils vont faire s'ils continuent à croire que c'est une minorité qui va dominer la majorité? Et pour que ça tienne, il faut s'allier avec l'Occident qui, elle a intérêt à cette géopolitique qui la permet donc de tenir les Africains en laisse et de contrôler le matière première et nos richesses. C'est ça l'enjeu. Vous avez touché. Je vous en prie, on va bien l'Algérie de se saisir et de le discuter, à venir s'asseoir avec l'AES et discuter. Elle a les capacités, elle est bien placée pour le faire. Qu'elle vienne. Tout à fait. Parce que sa frontière, le sud algérien, c'est le Sahel. C'est le Sahel. Sauf si l'Algérie veut se diviser en deux. C'est le Sahel.
Personne ne souhaite ça. Tout à l'heure, Jonathan Bertrand appelait que c'est un partenaire du Cameroun sur le plan militaire. Oui, je le sais très bien, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de dire ce que j'ai dit. Tout à fait, président. Et le partenaire du Cameroun ne veut pas dire que ce genre de débat, ce n'est pas lieu. Pas du tout. C'est un partenaire parmi d'autres. Moi, j'ai beaucoup aimé l'Algérie. Même sur ce plateau, j'ai défendu l'Algérie à plusieurs reprises. Mais il faut que les Algériens comprennent une fois de plus que leur frontière naturelle, si je répète, c'est l'AES. Revenez à l'AES. Et l'avenir de l'Algérie, ce n'est pas l'Europe. C'est pas l'Occident, c'est l'Afrique. D'accord. Ah, je leur dis ça. Maintenant, tout à l'heure, Béki m'a dit une chose extraordinaire. Il faut passer dessus comme ça. Quand il dit que l'heure doit devenir un bassin d'attraction pour les cerveaux africains qui sont dans le monde, il faut réfléchir sérieusement à ça. C'est possible. Quitte à aménager une stratégie de 3 pays pour les attirer. Et l'AES doit s'inspirer de ce que les États-Unis ont fait au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, ce n'est pas forcément le même contexte, parce qu'ils ont carrément déporté l'infrastructure nazie pour amener aux États-Unis. Voilà pourquoi, dans le fond, même l'Amérique, quoi qu'on dise, c'est un État presque nazi aussi. Président, ces derniers temps, en lisant un auteur, M. Randiou. Ce qui est important, parce que les enjeux autour de l'AES, qui est devenue la confédération de l'AES, c'est les enjeux simples. Est-ce que les Africains sont en mesure, si vous avez des fils qui vont inventer ailleurs la technologie, et qu'après cette technologie parle des tripatouillages juridiques, on dit que ça appartient à tel pays. Ramenez-les chez vous, qu'ils inventent ce qu'ils inventent ailleurs chez vous. On parle dans tel détail. Qui vient faire ça au Mali? Chez nous ici. C'est l'enjeu de l'AES. C'est ce que je suis en train de dire. Et c'est très important. J'espère que les dirigeants de la Confédération ont bien compris. On va tout dire sur un plateau. D'accord. Mais là, on est là. Si vous voulez savoir ce que c'est, appelez-le, il va vous conseiller. Merci à vous, très cher messieurs.